Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler pétrole, parce que oui, on a eu une grosse accélération, on va expliquer pourquoi, comment, l'impact que ça peut avoir sur le BTC, mais surtout on va parler de Gary Gensler, de la SEC, ce qui s'est passé sur sa déposition auprès du Sénat américain, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, en tout cas on voit vraiment qu'il y a un changement drastique au niveau des USA, pas forcément en positif, pas forcément en négatif, un peu entre les deux, et ça commence tout de suite. On commence par la SEC qui a retardé les ETF sur Ethereum, les ETF de ARK et de Van Eck. Alors c'est plutôt classique, on s'y attendait, on sait très bien aussi que ça va être le cas encore une fois avec Bitcoin, hein, ça il n'y a aucun doute. Quoique, lorsqu'il y a eu la mise en place de la discussion entre justement Gary Gensler et certains sénateurs, le dernier sénateur à passer a pourtant bien expliqué et voire même dit clairement qui se posait des questions sur le fait que Gary Gensler faisait pas exprès de commencer à retarder la validation d'autres ETF, sous-entendu Grayscale, alors que la SEC a perdu le procès contre Grayscale, même s'ils ont fait appel et que là, actuellement on est encore dans une discussion, mais actuellement ils ont perdu. Et comment ça se fait, c'est le sénateur qui expliquait ça, comment ça se fait que vous n'avez pas encore validé cet ETF spot? Est-ce que vous êtes en relation avec BlackRock? Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres ETF? Alors, il n'a pas précisé BlackRock, mais bon, c'est comme si, hein. Vraiment, c'est comme s'il l'avait dit. Donc, globalement, il explique, est-ce que la SEC va privilégier certains gros acteurs comme BlackRock? Bon, après, je vous avoue que le reste de la discussion était très intéressant sur vraiment la mise en place de deux camps. Un, les démocrates. Deux, les républicains qui se sont opposés, notamment les deux plus importants étant les deux chairman des deux camps opposés, dans lequel ça s'est tiré à boulet rouge, hein, vraiment très compliqué. D'un côté, on avait quelqu'un qui essayait justement de donner de la valeur à la SEC et à lui redonner de l'importance, et qui permettait justement de justifier les actions de Gary Gensler, et un autre à côté qui était plus dans une démarche de mettre la pression sur Gary Gensler sur son incapacité à fournir les documents voulus par le Sénat pour valider ses actions. À savoir que le Sénat attend des documents qui ne sont pas publics de la SEC pour déterminer est-ce que les actions qui sont effectuées sont déjà conformes et est-ce qu'elles ont un impact. Et ça, Gary Gensler et la SEC sont incapables de leur donner, ça fait plus de 10 mois qu'ils le réclament, et a priori, voilà, ce qui a été dit clairement, c'est, en gros, soit vous nous les donnez, là vous avez une dizaine de jours pour nous les donner, soit bah, on fait une action en justice pour que vous puissiez les donner, et ça c'est vraiment grave, et c'est justement la réflexion qu'il y a eu là-dessus, c'est la personne a posé la question à Gary Gensler en disant « Est-ce que vous allez nous donner ces documents-là ou non ?» Et Gary Gensler a fait ce qu'il sait très bien faire et ce qu'il faut faire de toute façon dans ce type d'audition, hein. Je veux dire, on ne peut pas répondre oui ou non, on ne peut pas donner des vraies réponses quand on ne doit pas en donner, parce que c'est un peu la position de Gary Gensler pour le rappeler, hein. Et donc du coup, il a fait des paraphrases en disant « Vous inquiétez pas, on travaille avec vous, vous inquiétez pas, on vous a fourni 40 000 documents, on va vous en fournir encore d'autres. » Enfin voilà. La classique de l'esquive, et clairement, ça a été continuellement de l'esquive, peu importe les questions qui ont été posées, que ce soit sur Bitcoin, est-ce que Bitcoin est une security, ça a été très compliqué d'avoir une réponse, et au départ il a demandé est-ce que Bitcoin est une commodities, impossible d'avoir une réponse, est-ce que Bitcoin est une securities, il a réussi à avoir une réponse en disant non, Bitcoin n'est pas une securities, mais est-ce que c'est une commodities? Impossible d'avoir une réponse. Donc c'est intéressant de voir ça, à savoir que il a été rappelé que dans ces époques où Gary Gensler était au MIT, il avait statué qu'un certain nombre de cryptos étaient des commodities et non justement des securities, et la personne lui a demandé mais il faut croire qui? La personne de MIT ou Gary Gensler de la SEC? Est-ce que c'est deux personnes séparées ou une personne commune? Ça a été très compliqué de répondre, ça a été vraiment très compliqué de répondre, et de toute façon, dans tous les cas, le but n'était pas d'apporter des réponses, c'était de passer tout simplement un mauvais moment et attendre que ça passe, faire de rond et que ça passe. Alors, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette démarche-là, ça a été surtout l'intervention du sénateur, Torres, qui a été vraiment intéressante, dans le sens où il a explicité la notion d'investment contract. C'est vraiment, ok, le contrat d'investissement, ok, on sait qu'il y a un investissement, mais est-ce qu'il doit avoir impérativement un contrat? Et ça a été impossible, pareil, de lui faire avouer. Mais
il a fait, M. Torres, le député Torres, quelque chose d'intéressant. Il a principalement comparé ça avec une carte Pokémon. Si jamais j'achète une carte Pokémon dans la rue ou dans un shop classique, physique, est-ce que c'est une securities? Clairement, Guy Gensler a répondu non. Et donc du coup, à ce moment-là, il a répondu, le sénateur, en disant « Ok, mais si j'achète cette même carte, exactement pareil, mais sous forme de NFT digitalisé, est-ce que c'est un contrat de securities ?» Et là, la réponse a été très très compliquée. Globalement, Guy Gensler lui a dit « Je ne sais pas, il faut attendre, avoir des informations complémentaires, etc. etc. » Et donc, ça s'est clôturé de la façon suivante. Ok, donc à ce moment-là, vous faites une séparation au niveau de la technologie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas neutre au niveau de la technologie, et c'est peut-être ça le problème, et le temps était imparti, c'est dommage, parce que là on arrivait vraiment à quelque chose qui était relativement fort, et je pense que la discussion, elle doit être ouverte plus largement sur ce type d'éléments, et bien comprendre la notion, est-ce que c'est un investissement ou non. Je pense que je ferai certainement une vidéo un week-end dessus, pour répondre qu'est-ce qu'une securities réellement, et quels sont les tokens qui rentrent dans la notion de securities, et les tokens qui n'y sont pas, parce qu'il y a un certain nombre de lois qui sont vraiment claires, des règles qui sont claires pour déterminer est-ce que c'est une securities ou non, et vous allez voir qu'il y en a en fait pas tant que ça quand on respecte vraiment les règles de l'art, et ça je pense que je vous ferai quelque chose à part. À côté, on a un article ça y est qui est en train de sortir comme quoi Bitcoin commence à avoir une divergence au niveau de sa corrélation par rapport à l'equity, donc sous-entendu derrière, que ce soit les bonds, que ce soit les actions. Oui, ça je vous en parle déjà depuis longtemps et ça commence à sortir. Contrairement à l'idée générale où Bitcoin avait échoué dans sa capacité à être résilient face à une chute du SP500, ça c'est pareil, il faudra je pense que je fasse une vidéo vraiment spécifique dessus, ou sinon on en parlera dimanche 1er octobre. Alors, si vous ne savez pas ce qui se passe dimanche 1er octobre, je vous invite à noter dans votre calendrier, dimanche 1er octobre, 18h, sur YouTube, je fais un live, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, et on abordera plein de sujets. À vous de me poser des questions, préparer les sujets que vous avez envie d'aborder, on fera un live comme ça, de cette façon-là. Je pense que j'aurai un ou deux sujets à aborder, mais de base, j'attendrai de vous des questions, des éléments, de façon à ce que ce soit une discussion et qu'on puisse échanger. Échanger, oui, mais il y en a certains qui échangent pas forcément, que ce soit au niveau du pétrole, on a touché les 95 $, une accélération monumentale, principalement liée aux chutes drastiques des stocks d'US, hein, ça je vous en avais parlé déjà depuis un certain temps, que quand on est en dessous de 80, ça achète pour justement augmenter la réserve US, et plus on pousse au-dessus de 80, bah plus on tape dedans. Bon, bah globalement c'est un peu ce qui est en train de se passer, et donc à un moment donné, on sait qu'il va plus avoir de réserve US, donc on a un effet d'anticipation, et de toute façon on le voit que depuis 2005 on a une diminution des imports réels au niveau du pétrole avec une augmentation de la production, mais on sait que la production est maxée au niveau des USA, donc c'est compliqué de pouvoir produire plus, même si il y a une discussion réellement de transformer le Canada et d'exploiter vraiment les ressources pétrolières canadiennes, mais ça c'est encore une autre discussion, je pense qu'il faudra revenir dessus. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons le PIB 14h30, nous avons le discours de Powell 22h, très important, je pense qu'on risque d'avoir encore du grand Powell dessus pour taper très fort, parce que voilà ce que nous avons le pétrole qui a cassé les 93, qui est en train de consolider au-dessus des 94, donc le prochain niveau qu'on a ici c'est le 97, pour rappel j'ai coupé mon ongle ici, j'ai gardé que 9%, pour pouvoir accompagner le mouvement, toujours ce principe-là, hein, quand vous avez un flux, même si vous coupez une grosse partie de votre position, gardez toujours une petite partie de position, ça aide toujours à re-rentrer s'il y a besoin. Je pense que je rentrerai si jamais j'ai un gros pullback, à un moment donné qui n'est pas une distribution, mais je reste dans l'idée, comme je vous l'ai expliqué, d'avoir peut-être une distribution au niveau ici du pétrole, avec un BCARST SO, UT, UTAD, voir si l'UTAD est très haut, pour moi le niveau suivant pourrait être 97, mais là l'UT n'est pas terminé, d'accord? Bien évidemment, il faut avoir un retracement, un retest, et ensuite repartir quelque chose qui ressemblerait à ceci, où on aurait, hop, là on aurait une très belle distribution. Tant qu'on n'a pas ça, bon, bah, on recule, et on est toujours dans un flux long, et on prend de la distance par rapport à ça. De la distance parce que on a comblé le gap, là déjà au niveau du CME, hein, on a fait un grosse mèche, hein, on est allé chercher l'objectif au pixel près,
1 de 4276. On est vraiment dans les extensions de Fibonacci, on voit que ça a été respecté exactement. Est-ce que ça va continuer? Là, en tout cas, on a eu une première valorisation. Clairement, il y a une partie des personnes qui ont pris leur profit, c'est pour ça qu'on a eu cette valorisation ici, le rachat de cette mèche. Donc là, on est dans quelque chose de classique, on est en train de consolider pile poil au niveau de ce top-là, donc c'est tout à fait normal. Et là, il va falloir voir est-ce qu'on consolide au-dessus avec un petit retest pour ensuite s'enfoncer. C'est un petit peu quelque chose que je suis en train d'anticiper pour aller chercher le 1,610. Et je vois que je ne suis pas le seul, parce que le VIX continue justement à se valoriser, on est toujours dans une augmentation du VIX, donc ça sous-entend que les personnes sont en train de se couvrir pour une continuité baissière. Mais si on a envie de se couvrir, on pourrait très bien aller sur le BTC, parce que regardez-moi cette jolie bougie que nous avons ici, en weekly. Bah, globalement, il n'y a pas de bougie. C'est un trait, et c'est totalement flat, parce que il n'y a pas de volatilité au niveau du BTC. C'est intéressant de voir que un des actifs qui est censé être le plus volatile, la crypto, est quand même moins volatile, et beaucoup moins volatile que le SP500 actuellement. Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'on a toujours cette notion de résilience, et le fait que ça commence à apparaître dans la presse, alors bon, c'est la presse spécialisée crypto, donc forcément on va avoir la valorisation crypto, hein, c'est pareil, dans la presse spécialisée, ici on dit bien que Gary Gensler prend une sauce, mais ce n'est pas le cas, clairement, c'était partagé, hein, il y avait les républicains et les démocrates. Donc on prend un peu de recul par rapport à ça, mais là-dessus c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une résilience du BTC qui est vraiment très forte, et quand on regarde ici court terme, on est bien allé chercher pile poil le 26 800, donc vraiment exactement au millimètre près, le niveau qu'on avait défini, l'imbalance qui a été comblé, donc là on a été fil pour ici ce mouvement que j'ai cut quand j'ai vu qu'on avait un ravalement ici, j'ai recut directement juste ce petit mouvement là pour prendre un petit peu des profits, parce que justement je trouvais que la réaction était relativement basse, j'aurais laissé courir si jamais on avait cassé les 25 994, ce n'est pas le cas, si on allait chercher les lots, je serais certainement toujours en position pour aller retravailler la partie basse, là ce n'est pas le cas, donc pour moi on est plus dans une forme de retest, mais j'ai préféré verrouiller une partie des profits, à savoir que j'ai reverrouillé 2% x 10, donc 20% qui ont été rentrés. À savoir que, ici, quand on est dans une forme de retest, là on est allé retester une grosse partie de l'imbalance du mouvement baissier, est-ce que ça va être suffisamment fort pour entraîner la baisse? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Là, actuellement, on est plus dans un retest qui aurait dû être bearish, mais qui ne l'est pas, donc on est plus dans une manipulation structurelle. Quand on regarde ici l'order flow, on le voit bien avec une augmentation effective réellement de l'open interest, donc ce sont les leviers qui sont mises, que ce soit au short ou en long, dans les positions, et on voit qu'on a eu une augmentation drastique, donc ça veut dire que le mouvement qui a été effectué est un mouvement manipulé, potentiellement par une augmentation des shorts très forte, dans lequel on voit bien ici la contraction des coûts, donc sous-entendu l'augmentation des shorts durant l'augmentation de l'open interest, donc on a eu un petit short squeeze, pour ensuite faire un petit long squeeze, donc on est dans quelque chose qui est relativement classique, et donc on fait attention, parce qu'on est allé chercher toutes les liquidités qui étaient au-dessus, on a toujours toutes les liquidités qui sont en dessous, que j'attends, mais c'est pas parce que je les attends qu'on va aller les chercher. Pourquoi? Parce que le mouvement baissier, suite à cette prise de liquidation, n'a pas été suffisamment fort. Clairement, on n'a pas été suffisamment fort, on n'est pas allé chercher les 26 000, on n'est pas allé chercher toute cette liquidité-là, on s'est arrêté juste avant. On a eu un momentum qui a bougé alors qu'on a très peu de liquidité, et donc, là, pour moi, le mouvement haussier n'est pas terminé. Et c'est là où c'est intéressant, qu'il va falloir prendre un petit peu de recul, on va regarder sur la liquidation map, vous allez voir qu'on a encore toujours ces gros blocs qui sont présents. Est-ce qu'on n'aurait pas une intention haussière qu'on est en train de nous donner pour aller faire justement ce bull trap qu'on a défini en début de semaine, et aller liquider ici les zones des 28 000, voire potentiellement aller chercher beaucoup plus haut. On a toujours ces targets ici hautes, pour rappel on dézoome un petit peu, où on a bien notre divergence baissière, on a un premier retest, mais globalement ici dans ce flux-là, on pourrait très bien être dans une impulsion haussière, effective, qui nous amènerait, d'ailleurs je ne l'ai pas tiré mais on va la tirer tout de suite, ça va nous donner, est-ce qu'on a une confluence ou pas? Est-ce qu'on a un alignement des indicateurs pour nous dire, je suis pas exactement précis mais on va, hop, bien le mettre, ici on aurait donc une target 1-1 qui correspond pile poil à notre test ici à 28 800, est-ce qu'on serait pas dans une impulsion haussière pour aller chercher ici le retest pour ensuite aller faire cette cassure baissière? Donc c'est un peu l'idée qu'on a depuis un certain temps, ici, cassure baissière, on range, on va faire le retest, on va chercher ensuite plus bas, donc soit retester 25 000, soit casser 25 000 et aller chercher beaucoup plus bas. À savoir que plus on est résilient par rapport au SP500, plus mon biais des 20 000 diminue. Clairement, plus mon biais des 20 000 diminue. Ça, je vous en parlerai certainement dans une vidéo de week-end où
potentiellement dans le live. Pour rappel, live 1er octobre, 18h sur YouTube, et oui, je sais, j'insiste, mais c'est tellement rare que je fasse des lives et vous me le demandez tellement sur les commentaires que c'est important pour moi de vous le préciser, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour une analyse d'une crypto que je n'ai pas encore définie, parce que je suis un petit peu en retard, et oui, ça m'arrive, même en me levant très tôt, et donc on se retrouve à 13h30 pour une surprise.